السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الغر الميامين إلى يوم الدين أما بعد فها نحن هنا نلتقي معكم في حصة جديدة مع علم الفارماكولوجي. إن شاء الله سنتطرق في هذا الفيديو إلى كل دروس هذه المادة بإذن الله تعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. Et on commence tout de suite par le premier cours qui est intitulé l'introduction à la pharmacologie. On passe rapidement dans ces slides parce qu'on a seulement quelques définitions très faciles. On commence par la pharmacologie. Qu'est-ce que la pharmacologie? C'est la science qui étudie les médicaments, leurs sources, leurs propriétés physiques et chimiques, leurs effets biochimiques et physiologiques, leurs mécanismes d'action dans l'organisme, leur absorption, distribution, biotransformation et excrétion, sous le nom de pharmacocinétique, et même son usage thérapeutique ou pharmacodynamie. Cette pharmacologie se divise en deux branches. D'abord, on a la pharmacodynamie. La pharmacodynamie, c'est l'action du médicament dans l'organisme. Comment il va produire son effet à l'intérieur de nos organismes. Et la deuxième branche, c'est la pharmacocinétique, qui est l'action de l'organisme sur le médicament. Comment il va être métabolisé puis excrété. La pharmacie, c'est l'étude des propriétés physiques et chimiques des médicaments et leur production ou leur synthèse. La pharmacognosie, c'est l'étude des drogues fournies par les plantes. Vous saviez que les plantes ont des substances, ces substances appelées substances actives ou principes actifs vont être à l'origine de l'effet des médicaments dans nos organismes. Et donc, cette science étudie ces drogues fournies par les plantes. La pharmacologie clinique, selon l'OMS, c'est l'étude des activités qui se rattachent au devenir et aux effets des médicaments chez l'homme, ainsi qu'à leur usage. La toxicologie, c'est l'étude des effets toxiques ou bien nocifs des médicaments. La pharmacovigilance, c'est la dernière étape du développement des médicaments, la synthèse des médicaments. Après que le médicament est marchandisé, cette science est nécessaire pour la détection, l'évaluation, la compréhension et la prévention des risques d'effets indésirables des médicaments. La pharmacodépendance, c'est quelqu'un qui devient accro à un médicament et il ne peut pas l'arrêter. Donc, cette science est responsable de la détection, l'évaluation, la surveillance du potentiel addictif des médicaments. Et selon l'OMS, cette addiction à un médicament, c'est un état psychique et quelquefois physique, comme l'addiction en morphine, qui est un antalgique, résultant de l'interaction entre un organisme vivant et un médicament, se caractérisant par des modifications du comportement et par d'autres réactions, qui comprennent toujours une pulsion à prendre le médicament de façon continue ou périodique afin de retrouver ses effets psychiques et quelquefois d'éviter le malaise de la privation ou du sévrage. Donc, c'est un désir ou une pulsion à prendre le médicament de façon chronique. Pourquoi? Pour retrouver ses effets comme un effet antalgique ou bien pour retrouver l'euphorie qui est un état psychique. Cet état peut ou non s'accompagner de tolérance. L'individu peut être tolérant ou pas à tel médicament, même s'il est pharmacodépendant à cet médicament. Un même individu peut être dépendant à plusieurs médicaments. Comme vous voyez dans ce tableau-là, on a quelques médicaments. Comme vous voyez ici, ce sont des médicaments dérivés de la morphine. Ce sont des antidouleureux. Et leur effet sur l'organisme, ils peuvent induire une pharmacodépendance physique, psychique, le syndrome de sévrage ou de privation et la tolérance. Le syndrome de sévrage, c'est lorsque quelqu'un a pris le médicament de façon chronique et à certains moments, il arrête ce médicament, il va avoir une sensation qu'il ne peut pas continuer à vivre sans cet médicament. La pharmacoéconomie, c'est la science qui étudie le rapport coût-efficacité. Par exemple, si on a deux médicaments, les deux médicaments ont le même effet ou la même efficacité, mais le premier est très coûteux, il est très cher, mais l'autre est moins coûteux.
Donc, cette science s'intéresse à la classification des médicaments normalement selon leur rapport coût-efficacité. La pharmacoépidémiologie, c'est la science qui étudie en conditions réelles sur des grands échantillons de population l'usage et l'efficacité et les risques des médicaments. Elle s'intéresse aux statistiques. La pharmacogénétique, cette science étudie les différences interindividuelles, qui peuvent influencer sur l'effet du médicament et son cinétique dans l'organisme. La pharmacologie sociale, c'est la science qui étudie d'une part les conséquences sociales de l'exposition des populations aux médicaments et d'autre part les facteurs sociaux dirigeant l'usage des substances pharmacologiques indépendamment de raisons purement cliniques ou rationnelles. Et donc, cette science étudie la relation entre le médicament et l'environnement. Comment l'environnement peut influencer sur l'utilisation ou la prescription de certains médicaments. Comme ça, on a terminé ces définitions. On passe directement vers les médicaments et leurs propriétés physiques, chimiques et leur usage. D'abord, qu'est-ce qu'un médicament? C'est une substance chimique. On a dit, le médicament, c'est une substance chimique au principe actif qui provient des plantes. C'est une substance naturelle qui affecte les systèmes physiopathologiques pour le bénéfice de celui qui reçoit la substance. Donc, ces substances actives qui proviennent des plantes vont induire des effets qui sont similaires aux effets induits par des substances endogènes, des substances naturellement présentes dans nos organismes. La composition des médicaments. Le médicament est composé par la substance active, au principe actif, plus des substances associées. Pourquoi on ajoute ces substances associées au principe actif? Malgré que ce principe actif est responsable de l'effet du médicament, ces substances associées sont des excipients ou bien des adjuvants qui désignent toute substance autre que le principe actif dans un médicament et même dans un cosmétique ou un aliment. Son addition est destinée à conférer une consistance donnée ou d'autres caractéristiques physiques ou gustatives comme la forme, la dissolution, le ciblage, le goût, la couleur. C'est pour ça qu'on ajoute ces substances associées. Donc, on a ici le principe actif, on ajoute des excipients, et on va avoir le produit final ou les médicaments à marchandiser. On passe maintenant vers le développement des médicaments. Le développement des médicaments passe par trois étapes. Comme vous voyez ici dans cette photo, Medication Development, the first step, la première étape, c'est Discovery. C'est qu'on va avoir le principe actif des plantes. Puis, la deuxième étape, les recherches précliniques, on va essayer les effets de cette principe actif sur les animaux pour savoir si ils sont toxiques ou pas. S'ils ne sont pas toxiques, on passe vers la troisième étape qui est Clinical Development, le développement clinique. On va trouver Clinical Trials, les essais cliniques normalement sur les humains. Puis, on va décider si cet médicament s'il est adéquat ou pas pour l'utiliser pour les humains. Donc, dans la troisième étape, on a les clinical trials, les essais cliniques sur les humains. Clinical trials, les essais cliniques sur les humains, passent par 4 phases. All medications need the seal of approval. Pour approuver que cet médicament est adéquat pour l'utiliser pour les humains, il passe par 4 phases. La première phase, c'est safety. La safety, c'est safe, il est safe. Article en français. Amin. Test medications in small group of healthy individuals. تجيبوا مجموعة من الناس عددها قليل يعني هذه المجموعة هذا l'échantillon contient un petit nombre d'individus.
on va tester cet médicament à ce groupe d'individus, à cet échantillon, et on va décider s'il est safe ou pas, s'il est la deuxième phase, c'est l'efficacité. Est-ce que cet médicament est efficace? Efficacy. How effective medication is. How well it works at certain dose. On va, dans cette étape, on va augmenter un peu le nombre d'individus dans l'échantillon. Donc, par exemple, si on a pris dans le premier échantillon 10 individus, dans cet échantillon, on va prendre 100 individus. Donc, on teste en moderately sized, un nombre modéré de personnes. On moderately sized group of individuals affected by condition. Puis, dans la troisième phase, c'est la phase pour approuver que cet médicament est adéquat pour l'utiliser pour les humains. Approval. New medication compared to standard treatment. On a déjà un traitement standard avant la production de cet médicament. On va le comparer avec cet médicament. S'il est as good as him, as it, ou bien ou pas. Just as good or even better. Si le premier médicament standard est plus performant que celui qu'on va produire maintenant, So, much larger number of individuals. Dans cette troisième phase, on va augmenter aussi le nombre de personnes dans l'échantillon. Replicate exact setting in which medication will be administered in real life, basis for approval by regulatory organizations for market. La quatrième phase, c'est la phase du long terme. La quatrième phase, normalement, c'est la pharmacovigilance, qui est censée de la détection des effets indésirables des médicaments qui ont été déjà marchandisés. Medication reaches marketplace, final phase of safety surveillance, long term. Donc, cette étape est de long terme, après que le médicament est marchandisé. Si un médicament présente des effets indésirables, les responsables de santé, comme les pharmaciens, etc., vont signaler ce problème aux responsables. Si certains médicaments présentent un effet toxique ou dangereux sur la santé des humains, il va être banni, ou bien il va être les pharmacies. Donc, cette photo récapitule ces 4 phases. Donc, on a début de l'essai, les essais cliniques. On a la première phase sur un petit nombre d'individus dans l'échantillon, de 20 à 80 personnes. Puis, dans cette première phase, déterminer la dose maximale recommandée. Selon les résultats, on va soit procéder ou arrêter ces essais cliniques. La deuxième phase, jusqu'à 100 personnes, utiliser la dose la plus adaptée et tester l'efficacité. Donc, c'est la phase d'efficacité. On a déjà décidé la dose maximale recommandée au-delà de laquelle le médicament sera toxique. Puis l'efficacité. La troisième phase, de 100 à plusieurs mille personnes. Les essais comparatifs entre deux groupes de patients pour évaluer l'efficacité des médicaments et approuver son efficacité. Puis le résultat. Ce tableau aussi récapitule les essais cliniques. L'objectif de la première phase, c'est la toxicité. On va déterminer la dose au-delà de laquelle le médicament sera toxique. La toxicité du médicament, la connaissance de sa pharmacocinétique. Et cette phase dure de quelques jours à quelques mois.
Le nombre de volontaires, c'est un petit nombre de volontaires. Et à savoir, dans la première phase, les volontaires sont sains. Ils ne présentent aucune maladie. Donc, petit nombre de volontaires sains. Le résultat, 70 des médicaments expérimentés franchissent le capillaire des essais de phase 1. La phase 2, ensuite, on va tester l'efficacité du produit, déterminer sa posologie optimale. La posologie, c'est la dose recommandée pour certains médicaments et le mode d'administration, la fréquence d'administration. C'est ça la posologie. Elle s'intéresse à la dose et la fréquence d'administration des médicaments. Donc, la durée de cette phase est de quelques mois à 2 ans sur petits groupes homogènes de patients qui sont cette fois-ci malades. Ils présentent une maladie de 10 à 40 malades. Le résultat de cette deuxième phase, un tiers des substances testées franchissent le capillaire des essais de phase 1 et 2. Donc, on passe maintenant vers la troisième phase, étudier le rapport bénéfice-risque du médicament et les précautions d'utilisation. Dure 1 ou plusieurs années, plusieurs centaines de malades, 70 à 90 des médicaments en phase 3 sont retenus comme candidats à une demande d'AMM. La même chose ici, on a la phase préclinique, la phase clinique. Dans les photos précédentes, on a parlé sur cette phase seulement, la phase clinique, les essais cliniques du médicament. Alors, on a d'abord la recherche, comme on a vu, discovery, la recherche du principe actif. Les découvertes de la recherche fondamentale sont la base du développement de nouveaux médicaments. Puis, après discovery of the principe actif, on passe vers la phase préclinique. Dans cette phase, on va essayer 7 principes actifs sur les animaux pour savoir s'ils sont toxiques. On perfectionne les substances actives et on réalise différents tests de sécurité et d'efficacité sur les animaux. Puis, on a la phase clinique sur les humains. Il y a 3 phases. Le nouveau médicament est administré à quelques douzaines de volontaires qui sont sains. La deuxième phase, pour tester sa toxicité, la deuxième phase, c'est de premiers malades reçoivent le nouveau médicament pour tester l'efficacité. Et la troisième phase, un grand groupe de patients reçoit le nouveau médicament et ils sont malades. Ils reçoivent le médicament en même temps et on continue à tester sur l'animal. Puis, on a l'autorisation émise sur le marché. Le médicament est contrôlé, autorisé. On continue à observer le médicament pour enregistrer d'éventuels effets secondaires. Cette mission est prise en charge par les responsables de la pharmacovigilance. Donc, comme récapitulation, au cours du développement du médicament, la synthèse du médicament, on a 4 étapes. La première étape, c'est l'étape de la recherche. La recherche de quoi? La recherche du principe actif, qui provient des plantes et qui va produire un effet similaire à des substances endogènes dans nos organismes. La deuxième étape, c'est la phase préclinique où on va tester l'efficacité et la sécurité. Safety, donc la sécurité de cet médicament sur les animaux. Puis on a la phase clinique où on va tester ce principe actif sur les humains. Il y a 3 phases. La première phase, c'est tester la toxicité de cet médicament à un petit groupe d'individus qui sont sains. Et on va déterminer la dose au-delà de laquelle il sera toxique. La deuxième phase, on va tester cet médicament sur un nombre plus grand d'individus dans l'échantillon et qui sont malades pour tester son efficacité. La troisième phase, on va augmenter de plus en plus le nombre d'individus dans l'échantillon pour comparer l'efficacité du médicament à un échantillon plus large.
Et puis, on va avoir l'autorisation et la mise sur marché du médicament où on va avoir la pharmacovigilance qui sera responsable de la détection des effets indésirables des médicaments. Vous voyez dans cette photo les espèces qu'on va utiliser pour la deuxième étape du développement de médicaments, les animaux. En général, les espèces utilisées sont les primates, comme les chimpanzés, etc. Les rongeurs, les qawarid, comme les rats, et les chiens. La dénomination des médicaments. Pour un médicament, pour un tel médicament, on a trois dénominations. D'abord, on a le nom chimique, comme le 3,3-diméthyl-oxo-6-phénylacétamine, etc. Donc, la deuxième dénomination, c'est la DCI, ou bien la dénomination commune internationale. Cette dénomination commune internationale est le vrai nom du médicament qui est connu par les professionnels de santé et aux patients. Par exemple, le paracétamol. Le nom commercial, on a par exemple Doliprane. Donc, paracétamol, c'est la dénomination commune internationale, mais dans les pharmacies, cet médicament est marchandisé sous le nom de Doliprane, Voltaren, etc. Les voies d'administration des médicaments. On a la voie entérale ou bien orale. On a la voie entérale. Donc, les voies d'administration des médicaments, d'abord on a la voie entérale. Dans cette voie, on trouve la voie sublinguale sous la langue, glossette, l'utilisation des glossettes. Donc, les médicaments vont être sous forme de glossettes ou tablettes que l'on laisse fondre sous la langue, ou bien des dragées à croquer. La voie orale, on utilise des formes solides, liquides, unitaires, des formes à diviser, des formes retard et des formes rapides. Les formes retard, c'est des formes qui à dissolution retardée ou à dissolution prolongée. Donc, la voie rectale, la troisième voie dans la voie entérale, on a la voie rectale. Par le rectum, on utilise soit les suppositoires ou bien des lavements purgatifs. La forme pharmaceutique du médicament est choisie par le médecin en fonction du site d'action et la durée d'action. Si par exemple on a un problème au niveau de l'estomac, on va la meilleure voie d'administration dans ce cas-là, c'est la voie orale. Donc, selon le site d'action du médicament, on choisit la forme pharmaceutique. Par exemple, si on va que le médicament exerce son effet au niveau de l'intestin, on va donner avec le médicament des antacides. On va donner des médicaments qui sont protégés, qui sont enrobés par des substances pour les protéger de l'acidité de l'estomac et exercer leurs effets au niveau de l'intestin. Les formes pharmaceutiques, également appelées galéniques, destinées à la voie orale. On a des voies solides, on a des formes solides et des formes liquides. Les formes solides, soit des comprimés classiques, effervescents, dispersiles, gastro-résistants, à libération prolongée, capsules, gélules, granules, etc. Soit des formes liquides, solutés buvables, sirop, suspension, ampoule buvable, goutte buvable, émulsion. Les avantages et les inconvénients des différentes voies digestives. Chaque voie a des avantages et des inconvénients. Par exemple, si on prend la voie sublinguale, leurs avantages, les substances fragiles détruites dans le tractus digestif. Donc, par exemple, si on a des substances qui sont fragiles, qui vont être détruites dans le tractus digestif, on va les donner par voie sublinguale pour éviter cet inconvénient. Elle est facile avec une résorption rapide. Les inconvénients de cette voie,
les substances irritantes au goût désagréable. Les substances peuvent avoir un goût désagréable, nécessitent coopération du malade et résorption assez irrégulière. La même chose pour les autres voies, vous pouvez les lire après. La voie parentérale, on a vu ensemble la voie entérale qui comprend la voie sublinguale, la voie orale et la voie rectale. Maintenant, on passe vers la voie parentérale. La voie parentérale, c'est la voie intramusculaire, intraveineuse, sous-cutanée, intradermique. C'est ça les voies parentérales. Les voies parentérales nécessitent la stérilité, la limpidité par voie intraveineuse et intra-artérielle, le pH voisin de la neutralité, l'isotonicité avec le plasma et qu'ils doivent être apérogènes, ne donnant pas la fièvre. Les formes pharmaceutiques destinées à cette voie parentérale, on trouve les ampoules injectables, les flacons avec poudre à dissoudre, les implants sous-cutanés par exemple à mettre chirurgicalement sous la peau avec des effets prolongés. Cette voie aussi a des avantages et des inconvénients. Par exemple, si on prend la voie intraveineuse, comme avantage, on a la résorption immédiate et complète et seulement des solutions aqueuses. Donc, pour la voie intraveineuse, sa résorption est immédiate et complète. 100% du médicament se trouve dans le sang. Les inconvénients de cette voie, l'irritation, l'hémolyse, agglutination, injection lente et parfois difficile et peut-être douloureuse. La même chose pour les autres voies. Vous voyez ici la voie intradermique dans le derme, la voie sous-cutanée, la voie intramusculaire, dont l'aiguille doivent être perpendiculaires à la peau. Et on a d'autres voies d'administration, comme les voies respiratoires. On utilise les aérosols, les pulvérisations, collutoires, des voies ophtalmiques, pression au niveau de l'angle interne de l'œil, auriculaires, pour éviter les troubles labyrinthiques, aider les gouttes, donc les gouttes aux oreilles, voie génitale, les ovules, les comprimés gynécologiques, et vous voyez ici les formes galéniques possibles pour les médicaments, granules, granulés, solutions aqueuses, gélules, etc. Et les formes liquides, soit sous forme de suspension ou émulsion. L'émulsion, c'est le mélange de deux liquides non miscibles, alors que la suspension, c'est la dispersion d'une poudre insoluble dans un liquide. Donc l'émulsion, deux liquides, mélange de deux liquides. La suspension, une poudre dans un liquide. La dissolution d'une poudre dans un liquide. Comme ça, on a terminé notre cours de l'introduction à la pharmacologie. On passe maintenant vers le cours de la pharmacodynamie.